C'est une difficulté qui touche les hommes, mais pas seulement, puisque cela peut fortement perturber la vie de couple. Alors, pas de tabou aujourd'hui dans Le Docteur, on parle des troubles de l'érection. Selon un sondage IFOP paru il y a quelques mois, près de 6 hommes sur 10 ont déjà, au cours de leur vie, fait face à des dysfonctionnements érectiles. De nombreux facteurs physiologiques, hormonaux, mais également psychologiques peuvent les favoriser. On en parle dans un instant avec nos deux invités, le docteur Catherine Solano, qui est sexologue à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour. Bonjour Marina. Auteur de ce livre avec le professeur Pascal de Sutter, La mécanique sexuelle des hommes. Petit traité du savoir bandé sans peur et sans reproche, c'est chez Robert Laffont dans la collection Réponse. Et puis le docteur Sébastien Belay, bonjour. Bonjour. Chirurgien urologue et andrologue à l'hôpital des Diaconesses Croix-Saint-Simon, c'est à Paris également, mais d'abord évidemment un petit peu d'anatomie et de physiologie. Oui, on va regarder ça avec une coupe de profil. Vous avez reconnu l'appareil génital masculin des hommes, forcément. Ici, vous avez en coupe la vessie. Juste en dessous, on reconnaît la prostate, le pénis. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans le pénis, en fait, là, vous avez la coupe du pénis. Il y a évidemment plusieurs parties avec deux entités principales. Les corps caverneux. Les corps caverneux, il faut imaginer que ce sont des cylindres qui vont se gorger de sang. On va voir ça juste après. Et puis, le corps spongieux dans lequel on retrouve ici l'urètre, là, qu'on voit ici de profil, par lequel va passer les urines et le sperme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une érection? On va regarder ça avec l'animation. On a évidemment des stimulus sensoriels qui vont arriver au niveau du cerveau, qui vont être traités et qui vont arriver ici au niveau du pénis avec les nerfs érecteurs. Et les nerfs érecteurs sont en contact directement, on va revoir, hein, ça c'est la même coupe que tout à l'heure, on retrouve ici les corps caverneux. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement les nerfs érecteurs vont être en lien avec les artères et les artères vont se dilater, il va y avoir un afflux de sang dans ces corps caverneux qui vont gonfler et produire cette érection. Voilà, et tout ce qui peut altérer l'afflux de sang dans les vaisseaux du pénis risque d'empêcher cette érection. Une maladie cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, une atteinte neurologique après un AVC, des lésions des nerfs érecteurs après une opération de la prostate, le diabète, bref, de très nombreuses causes. Alain nous demande, pour commencer, si la consommation d'alcool et de tabac peut provoquer des troubles de l'érection. Alors oui, la consommation de tabac, au même titre qu'elle peut boucher les artères dans le cœur ou provoquer une obstruction des artères dans le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral, cette consommation va entraîner une obstruction des petits vaisseaux qui sont dans les corps caverneux que l'on vient de voir et donner un problème d'érection. Pour ce qui est de l'alcool, il faut discerner différents scénarios. La consommation aiguë pendant une grosse soirée d'alcool peut désinhiber dans un premier temps et ne pas gêner l'érection. Et au-delà d'une certaine dose, plutôt endormir le patient, l'homme qui va consommer de l'alcool. Quant à la consommation régulière, quand on est dans un état d'alcoolisme, d'addiction à l'alcool, là évidemment, il y a des problèmes vasculaires qui apparaissent, mais également des problèmes hormonaux liés au fonctionnement du foie qui entraînent une perte d'érection. Et j'ajoute une petite chose qui me tient énormément à cœur, c'est pour le tabac. Le tabac, tout le monde sait que ça abîme les artères au fil des années, mais dès qu'on fume une seule cigarette, on estime que dans les heures qui suivent, l'érection est 20% moins bonne. Parce que, en fait, c'est à cause du monoxyde de carbone, c'est-à-dire le gaz contenu dans la fumée de tabac, qui est vasoconstricteur, donc qui resserre les artères. Donc le tabac a un effet anti-érection, même si on a 20 ans, si on fume 10 cigarettes dans la soirée, on risque d'avoir une panne après. Donc il ne faut pas fumer dès qu'on est jeune. Il ne faut pas fumer du tout. J'ai 34 ans et parfois des problèmes érectiles. Ma femme me dit que c'est à cause du tabac. Je pense que c'est plutôt dû au stress. Qu'en pensez-vous? 34 ans. L'un n'empêche pas l'autre. Le tabac est un élément qui va faire des constrictions, resserrer les artères du pénis. Si en plus il y a du stress, le stress aussi resserre les artères. Donc les deux additionnés, c'est encore pire. Et s'il ne fait pas de sport en plus, ça rajoute encore un élément de plus. Donc tout peut jouer. Est-ce que le manque de masturbation peut engendrer des troubles de l'érection? Alors, le manque de masturbation en tant que tel, probablement pas, mais l'absence totale d'activité sexuelle, on le voit souvent chez nos patients qui perdent leur épouse d'une maladie longue ou qui sont hospitalisés en réanimation pendant des mois. Enfin, il y a des circonstances qui font qu'il y a pendant un temps une absence complète d'érection, et notamment des érections nocturnes qui sont indispensables à avoir de bonnes érections au moment des rapports. Toutes ces circonstances d'abstinence prolongée peuvent provoquer une altération de la qualité des érections. Mais par quel mécanisme? Alors c'est une constriction des fibres musculaires lisses qui sont en fait l'éponge, le tissu qu'on a vu dans le corps caverneux, c'est une éponge. Les travées de cette éponge, c'est du muscle lisse.
et dont on ne veut justement pas qu'il soit trop contracté, contrairement aux autres muscles. Ce muscle-là, quand il est contracté, il va faire que l'érection va être plus difficile. Il va falloir plus de pression artérielle pour remplir la verge. Et donc, il va falloir faire une rééducation tissulaire pour récupérer. Et j'ajoute une chose aussi, c'est que la masturbation ne suffit pas. C'est-à-dire quand un homme a une séparation, par exemple, ou un divorce et qu'il n'a pas de rapport pendant 2 ans, même s'il a des érections nocturnes, même s'il pratique la masturbation, quand il recommence sa vie sexuelle, souvent ça ne marche pas bien, même chez des hommes assez jeunes. Et en fait, c'est aussi parce qu'au niveau du cerveau, la masturbation, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui se passe dans les réactions chimiques et tout ça, ce n'est pas la même chose qu'un rapport sexuel. Donc souvent, on prescrit un petit médicament pour l'érection au départ comme starter. Et moi, je dis souvent à mes patients, une voiture qui reste 2 ans au garage et ne redémarre pas au quart de tour, un homme, c'est un peu pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un médicament, mais juste quelques fois. C'est pas... Je suis désolée, vous n'êtes que des voitures. Je suis désolée de vous le dire. Merci Catherine de nous comparer aux voitures. J'irai chez le garagiste. J'ai 42 ans et mes érections matinales sont très bonnes. C'est tout l'inverse avec une partenaire et ça cause une masturbation cette fois-ci trop fréquente. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est stressé quand il a une partenaire, alors que tout seul, il n'est pas stressé du tout. Il n'y a pas d'angoisse de performance. Il se dit, je m'en fiche si ça ne marche pas. Non, c'est le stress, ça. Je sais pas, je pense que mon collègue... Ah oui, je suis d'accord. C'est de l'anxiété de performance. Édouard demande comment le Viagra ou le Cialis peuvent-ils agir seulement sur la verge sans booster le reste du système vasculaire. Alors, ces médicaments-là, tous ces médicaments pro-érectiles, ils appartiennent à une seule et même famille de médicaments qui vont inhiber une enzyme qui s'appelle la phosphodiesterase 5. Mais en fait, cette enzyme, elle est surtout située au niveau du système vasculaire des organes génitaux et de la vessie. Il y a d'autres phosphodiesterase, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, qui se trouvent ailleurs dans le corps. Et donc les médicaments que l'on prescrit pour les problèmes d'érection, ils vont avoir une affinité pour la zone génitale et urinaire, mais parfois ça a aussi des conséquences autres, d'où l'accélération du rythme cardiaque, l'abaissement de la pression artérielle. La contre-indication quand même pour certains cardiaques. Voilà, pour certaines coprescriptions chez les patients cardiaques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des médicaments dangereux pour le cœur, mais en coprescription avec des médicaments que l'on donne dans des problèmes cardiaques sévères, notamment l'insuffisance cardiaque, là il faut faire attention. Oui, et je rajoute que, effectivement, mais ça dilate souvent des artères ailleurs qu'au niveau du pénis. C'est-à-dire, il y a des hommes comme effet indésirable qui ont une bouffée de chaleur parce que ça dilate aussi les artères au niveau du visage. Et puis, des fois, des maux de tête parce que ça dilate aussi des artères au niveau de la tête. Mais c'est pas dangereux, mais c'est pas très agréable. Sauf pour certains hommes qui disent « Ah, quand j'ai une bouffée de chaleur, je me dis c'est bon, c'est que ça marche maintenant, je peux y aller. » Donc, c'est pas toujours négatif non plus. Existe-t-il un risque à long terme à faire chaque semaine des injections intracaverneuses de prostaglandine E1 ? Vous pouvez nous expliquer. Donc intracaverneuse, c'était dans effectivement corps caverneux qu'on a montré tout à l'heure. Et donc la prostaglandine pour dilater toujours localement cette fois-ci. Ces injections, elles sont utilisées pour les hommes qui ont un problème dans la transmission nerveuse, essentiellement. Donc les nerfs que vous avez montrés, qui viennent du cerveau et qui vont donner l'information aux artères de s'ouvrir. Quand le nerf est interrompu ou blessé, les comprimés, dont on a parlé tout à l'heure, ne fonctionnent pas. Donc on injecte directement dans le corps caverneux quelque chose qui va reproduire la transmission nerveuse. Et donc ces injections-là, elles peuvent être compliquées de l'apparition d'une fibrose, c'est-à-dire d'une cicatrice, si l'injection est en permanence pratiquée au même endroit. C'est pour ça qu'on dit à nos patients, injectez-vous parfois à droite, parfois à gauche, parfois au bout de la verge, parfois plutôt à sa base. C'est à peu près la seule complication sur le long terme, c'est la fibrose, qui entraîne une perte d'efficacité des injections, mais qui là encore peut être réversible en faisant des exercices de rééducation tissulaire. C'est ce type de traitement, par exemple, qu'on peut proposer aux diabétiques ? Tout à fait, oui. Je n'arrive plus à avoir d'érection depuis une fellation un peu douloureuse. Ce serait psychologique d'après l'urologue. Quelle solution ? C'est possible que ça soit psychologique parce que la douleur, c'est anti-érection. Donc un homme qui a mal, mais pas forcément pénis, pendant un rapport sexuel, il peut perdre son érection, c'est normal. S'il y a vraiment, alors après, s'il y a une morsure, ça peut être non psychologique, mais si c'est psychologique, moi, ce que je fais, je pratique beaucoup le MDR, qui est une thérapie pour les traumatismes. Donc, on demande à la personne de penser au moment où il a eu sa morsure, par exemple, et ce qui se passe, et s'il est angoissé à ce moment-là, etc. Et ça aide le cerveau à classer cet événement comme étant du passé, et pas comme devant peut-être se produire à l'instant où il est, ce qui fait que ça lui provoque une panne, forcément. Donc il y a des méthodes efficaces pour ça.
J'ai entendu parler des ondes de choc. Est-ce que ça fait mal et assez efficace? On écoute un témoignage? Oui, effectivement, parce que si les médicaments ne suffisent pas aux patients pour retrouver des érections satisfaisantes, on peut proposer dans certains cas le recours aux ondes de choc. L'idée est de régénérer les vaisseaux sanguins de la verge pour améliorer l'érection. Nous avons rencontré un patient dont la sexualité s'est améliorée depuis qu'il bénéficie de ce traitement. Mélanie Morin, Marc Lavastrou ont recueilli ce témoignage. Alors, racontez-moi comment ça se passe actuellement avec votre partenaire actuel. Alors, curieusement, c'est vrai que le sexe devient un point fort dans notre relation. À 59 ans, Patrick semble retrouver une sexualité satisfaisante après des années marquées par des troubles de l'érection. On a parfois des moments un peu compliqués. Il y a un début d'érection, mais c'est pas évident. Le fait que ce soit pas évident, psychologiquement, c'est un peu inconfortable, donc ça ne facilite pas les choses, donc ça amène un stress. Ça peut aussi se manifester pendant le rapport, donc pendant la pénétration, on peut avoir un manque de sensation, par exemple. Donc ça déconcentre, on perd le fil. J'ai repris clairement confiance, parce que le fait de parler ouvertement du sexe, tant du point de vue technique que psychologique, c'est fondamental, quoi. Outre ces échanges avec le médecin qui lui ont permis de prendre du recul sur ses difficultés, Patrick bénéficie surtout d'un traitement à base d'ondes de choc. Pour en expliquer le mode d'action, le spécialiste utilise un modèle anatomique. Cet appareil va délivrer des ondes de choc avec une focale. C'est-à-dire qu'il y a un pas de tir de quelques centimètres carrés. Donc, au niveau des corps érectiles, il faut les traiter en totalité. On va délivrer un total de 1500 coups à chaque séance. Ça va stimuler les cellules souches qui vont remplacer les cellules vieillissantes qui ne fonctionnent plus au niveau des corps caverneux. Ces nouvelles cellules favorisent aussi la création de nouveaux vaisseaux sanguins pour permettre au sang de mieux circuler dans les corps caverneux, facilitant ainsi l'érection. Pour optimiser l'effet des ondes de choc, le patient doit se stimuler ou avoir des rapports réguliers. Les érections, c'est un facteur qui va apporter de l'oxygène et il ne faut pas oublier l'aspect psychologique, psychogène, c'est que l'apparition des érections faciles, que ce soit le matin, au réveil ou dans la journée, c'est un facteur de déclic au niveau de la confiance en soi. Donc depuis que je fais des ondes de choc, ça me permet d'avoir plus de sensations, ça facilite l'érection. Parce que justement, si votre gland est plus sensible, vous avez une réaction. C'est assez excitant parce que ça donne du plaisir. Et puis effectivement, mes érections se passaient mieux comme ça. Pour augmenter leurs chances d'obtenir de meilleures érections grâce aux ondes de choc, les patients comme Patrick doivent en plus adopter un mode de vie sain. Donc bien évidemment, dans l'idée d'appliquer un traitement de récupération, un traitement curatif, régénératif, si on ne va pas changer d'hygiène de vie avec la maîtrise du stress et surtout l'activité physique, le régime alimentaire, contrôler les apports glucidiques, lipidiques, évidemment, on risque de ne pas avoir les effets attendus. Allez, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Patrick effectue 12 séances d'ondes de choc de façon rapprochée. Les effets du traitement perdurent pendant 1 an environ. Alors sachez qu'il faut compter en moyenne 900 € pour 12 séances d'ondes de choc. Si vous souhaitez en savoir plus sur les traitements contre les troubles de l'érection, ce livre, l'Encyclopénis, qui est écrit donc par le médecin que vous avez vu dans le reportage, c'est aux éditions Le Duc. Gérard demande à quel âge moyen il est normal de constater une perte de qualité de l'érection. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre précis? Alors, la fréquence des troubles de l'érection, elle est connue, c'est assez simple. C'est à peu près un homme sur 3 aux alentours de 30-40 ans. 40-50 ans, un homme sur 2, et plus de 50% chez les hommes qui ont dépassé 50 ans. Alors ça inclut des troubles de l'érection sporadiques, et puis d'autres patients qui ont des gros problèmes d'érection. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de normalité. Ça peut arriver à tous les âges. Ça peut être le jeune marié qui a une panne sa nuit de noces, le patient qui n'a jamais eu de problème et qui voit les choses se dégrader inexorablement. Ce qu'il faut, c'est... Même sans maladie qui explique... Exactement. Ouais. C'est parfois les premiers symptômes de la maladie, notamment la maladie cardiovasculaire. Ouais. Mon compagnon a des érections, mais pas d'éjaculation. Faut-il s'inquiéter? Merci et bravo pour vos émissions. Nathalie, merci Nathalie. Alors, l'absence d'éjaculation, là encore, il faut discerner, est-ce que c'est une absence primaire? Est-ce qu'il n'a jamais eu d'éjaculation? Et à ce moment-là, il va falloir qu'il voit un chirurgien urologue parce qu'il doit y a quelque chose, probablement une obstruction quelque part. Et la perte d'éjaculation, surtout quand elle est assez brutale, je parle sous contrôle de ma collègue qui est sexologue, c'est plutôt en général des problèmes psychologiques,
un manque une absence de laisser-aller ou autre chose. Et très souvent, c'est le problème de prendre des antidépresseurs, quand même, ou des drogues. Il y a beaucoup de drogues, de produits psychoactifs qui bloquent l'érection. Et il y a aussi quand même souvent, moi je le vois de plus en plus souvent, des hommes qui consomment beaucoup de pornographie et du coup ils n'arrivent plus, quand ils sont avec leur partenaire, ils n'ont plus d'excitation suffisante parce qu'ils sont habitués à regarder des images assez violentes et donc dans ces cas-là je leur dis qu'il faut carrément arrêter et souvent en quelques semaines, un mois ou deux ça va beaucoup mieux. C'est pas toujours ça. Les messieurs aux verges longues sont-ils plus à risque de dysfonction érectile que les autres? Bonne question. Oui. Les patients qui ont une verge très longue sont plus à risque parce que, comme on l'a vu sur le schéma, pour avoir une érection, il faut que les corps caverneux soient suffisamment remplis pour être sous tension. Et donc, pour les patients qui sont hors normes, qui ont des très longues verges, souvent, ces hommes-là consultent parce qu'ils ont un manque de rigidité. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est ça. En général, ils ont quand même une érection, mais c'est moins rigide parce que. Comme disait un collègue, ça fait presque une transfusion de sang dans le pénis. Si c'est une quantité importante, le cerveau a du mal à laisser partir le sang parce que ça peut faire un malaise. Donc il y a une lutte entre le cerveau et le pénis. Mon compagnon qui a 28 ans a des difficultés depuis peu à maintenir son érection alors que tout se passait bien jusque-là. Que faire? On va parler de l'aspect psy bien sûr, mais on recherche quelque chose quand même? Oui, tout à fait. Même à 28 ans? Oui, à 28 ans, il faut quand même faire le point sur le plan organique pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie sous-jacente. Encore une fois, je pense qu'il faut que les hommes qui entendent l'émission aujourd'hui sachent que les problèmes d'érection, c'est un problème de santé comme un autre. Quand ça ne va pas, il faut consulter. Si la conclusion de la consultation, c'est il n'y a pas grand-chose, c'est peut-être psychogène, vous allez voir un sexologue, tant mieux. Mais au moins, il faut s'en assurer dès le départ pour ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait évoluer sinon, si on ne s'en occupait pas. Souvent, les patients ne consultent pas parce qu'ils se disent que c'est psychologique et qu'il n'y a rien derrière. Tout à fait. D'accord. Et qu'il n'y a rien à faire. Du coup, ils ne consultent pas. Le problème, c'est toujours... C'est vrai qu'on imagine bien que, a priori, le premier intervenant, c'est quand même le médecin traitant. Oui. Et c'est sûrement compliqué d'aller parler de ça à son médecin traitant. Oui, c'est une des choses les plus difficiles à évoquer avec son médecin traitant. Il y a eu une étude il y a quelques années dans la revue scientifique de médecine générale aux États-Unis. Les choses difficiles à évoquer avec le médecin traitant, dans la mesure où c'est des gens dont on est proche souvent, c'est les troubles du comportement alimentaire, les antécédents d'abus sexuels, la dysfonction érectile, l'alcoolisme. Parce qu'en fait, on discute avec quelqu'un de la famille. Et ça ne serait pas au médecin traitant d'évoquer ces questions spontanément pour pouvoir... Si, mais c'est difficile parce qu'ils sont débordés. Le médecin traitant, il a un temps qui est très limité en consultation et il doit s'assurer que le patient va bien, évoquer la prévention et trouver une petite place pour parler de sexualité dans une consultation comme ça, c'est difficile. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus, ce que j'observe, c'est que les hommes, quand on leur fait un bilan, ils me disent pourvu que j'ai une anomalie et que ça ne soit pas psychologique. Donc ils n'ont pas tellement envie de l'entendre, bon, la plupart. Et c'est dommage parce que maintenant, on a des méthodes de thérapie vraiment efficaces pour progresser. Et avec les thérapies comportementales et cognitives, avec le MDR, on a plein de méthodes qui marchent très bien. Donc c'est dommage de laisser le stress vous gâcher la vie, quoi. J'ai 52 ans, je suis sous morphine depuis de nombreuses années. Mes troubles de l'érection peuvent-ils être dus à ce traitement? Ça peut jouer, ça peut jouer. Ouais. C'est une des classes médicamenteuses qui induit une perte de libido et une difficulté d'érection. Après une prostatectomie radicale, donc on enlève la prostate complètement, avec comme conséquence une impuissance, la pompe à érection manuelle est-elle une bonne solution? Juste, on va regarder de quoi on parle. Quand les traitements médicamenteux sont inefficaces, on peut recourir à la pose d'un implant pénien. Ça se fait lors d'une chirurgie sous anesthésie générale. Regardez, le patient va actionner donc une pompe qui est située entre les deux testicules, ce qui donne le signal à un réservoir placé dans l'abdomen d'où va partir du liquide physiologique qui va venir gonfler les deux ballons présents dans les corps caverneux de la verge. L'érection donc se déclenche et puis ensuite on rappuie sur la pompe pour mettre la verge au repos. C'est une bonne solution, demande Robert. Alors, cette solution-là, la mise en place d'un implant avec une pompe, mais qui est sous la peau, c'est la solution de dernier recours. C'est-à-dire pour les patients chez qui les comprimés ne marchent pas, les injections ne marchent pas ou ne sont pas envisageables pour le patient, parce qu'il faut quand même passer la démarche de se piquer. Parfois, les injections sont douloureuses. Parfois, après un certain temps, elles ne fonctionnent plus. Ça, c'est le traitement de troisième ligne qui fonctionne très bien quand il est proposé à un patient qui en fait une demande éclairée. C'est-à-dire que ce traitement-là, il va ramener les érections. Il ne va pas ramener la verge qu'on avait quand on avait 20 ans ou qu'on avait avant le cancer ou avant le diabète. Quand ça, c'est accepté dans le couple, notamment,
c'est une bonne solution. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser au patient l'impression d'avoir une solution qui va apporter la solution à tous les problèmes que cause la perte de l'érection, c'est-à-dire le manque de rigidité, le manque d'orgasme, d'éjaculation. Ça ne règle que le problème d'érection. Et je rajoute pour le vacuum, pour la pompe à érection, il y avait une question, est-ce une bonne technique? Oui, c'est une très bonne technique après prostatectomie, parce qu'on utilise soit les injections, soit les comprimés s'ils fonctionnent, mais souvent au début, en tout cas, ça ne fonctionne pas, ça peut refonctionner, mais il faut souvent un peu de temps, soit les injections, soit le vacuum. Et moi, je vois, j'ai des patients qui utilisent les deux en alternance, donc c'est le principe de la ventouse, en fait. On met comme une ventouse qui aspire, qui fait un vide et qui aspire le sang en fait dans le pénis avec un anneau pour bloquer. Ça marche très bien. C'est pas magique non plus. Ça ne nécessite pas évidemment d'intervention. Là, il n'y a pas d'intervention. Voilà, c'est un appareil qu'on achète. Un appareil, voilà. Et D'accord. c'est bien aussi. Et donc, quand les injections ou le vacuum ne fonctionnent pas, on peut proposer justement la pose d'un implant. Pourquoi les traitements hypertenseurs, j'imagine anti-hypertenseurs, sont-ils responsables de difficultés d'érection? Parce qu'il diminue la pression avec laquelle le sang arrive dans la verge. Ouais. Donc c'est des médicaments qui sont pris par des hommes qui ont déjà eu une hypertension pendant quelques années ou quelques mois qui n'étaient pas traités. Donc les artères dans la verge se sont un peu rigidifiées. Et ces patients-là, au début, avant d'être sous traitement, ont encore très souvent de bonnes érections parce que le sang arrive avec une pression qui est trop importante. Ils ont une hypertension artérielle. Quand on régule cette tension, dans la mesure où les artères sont déjà un peu bouchées dans la verge, les érections sont de moins bonne qualité. Voilà, mais j'ajoute quelque chose de vraiment important, c'est qu'il y a quand même des classes d'antihypertenseurs qui ne donnent pas de problème d'érection et qui sont même bénéfiques pour l'érection. Et donc, je conseille toujours à mes patients de demander à leur cardiologue, quand ils ont un problème d'érection avec un antihypertenseur, de lui dire est-ce qu'on ne peut pas changer le médicament plutôt que de rajouter un médicament pour l'érection, vous voyez, pour compenser l'effet indésirable. Bien sûr, on n'arrête pas son traitement, on demande un autre médicament. Quelle est la perte de sensibilité si on utilise la pompe? Il n'y a pas de perte de sensibilité du tout. Ce qui est différent, c'est que comme on bloque le sang dans le pénis, il devient un petit peu violet, il change de couleur, ça ne fait pas tout à fait le même effet qu'une érection naturelle. Ce n'est pas une érection naturelle, mais la sensation, elle est là. Quand l'anneau que l'on met à la base de la verge est laissé un peu longtemps, pour les patients qui ont des rapports prolongés, il y a quand même, le gland est un peu moins sensible, voire ça peut être un peu douloureux. Mais ça dépend surtout du temps pendant lequel cet anneau est porté. Il y a d'ailleurs des hommes qui portent cet anneau sans utiliser la pompe, sans avoir de maladie. C'est surtout une question de durée de constriction. Il ne faut jamais que ce soit plus de 30 minutes. Les recommandations, c'est moins de 30 minutes. Ouais. Ce qui est déjà pas mal pour une relation sexuelle. Nous ne ferons pas de commentaires. Très rapidement, je suis enceinte de 7 mois et mon compagnon semble avoir moins d'érection depuis ma grossesse. Oh ben c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de faire mal au bébé, qui ont peur que le bébé se rende compte qu'ils sont en train de faire l'amour et ça le gêne, qui ont peur de faire mal à leur femme, qui ont peur de déclencher l'accouchement. Ça se passe plutôt dans la tête parce que c'est pas du tout gênant, sauf vraiment contre-indications, mais qui sont très rares. Donc le bébé ne voit rien. Alors, le bébé ne voit rien. Ce qui se passe. On dit même que ça lui fait un effet jacuzzi et que c'est bon pour de sentir que ses parents s'aiment. Merci beaucoup à tous les deux. Un appel à témoins. Vous souffrez ou avez souffert de douleurs chroniques, quelle a été votre prise en charge? Si vous habitez en région parisienne, venez nous en parler sur le plateau de l'émission. Pour ça, rien de plus simple, 58 01 58 88 85 21. Voilà, je rappelle votre livre, Catherine Solano, avec le professeur Pascal de Sutter, La mécanique sexuelle des hommes. C'est chez Robert Laffont. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur les poissons, les coquillages, les crustacés. Gérard Collard vous proposera plein de livres. Et puis, on recevra Nicoletta. Dernière chose, vous pouvez voir ou revoir en replay notre enquête de santé de mardi. Pesticides, peut-on encore y échapper? Sur France TV. Voilà, j'ai tout dit. On se retrouve demain. Bon après-midi, à demain.